Là, après, on va arriver aux jouets. Tu vois, ça, c'est un bon produit qui marche bien en ce moment. Tout ça, là. Les sacs, les femmes, ils mettent ça sur leurs sacs. Et ça cartonne, hein, ce genre de trucs-là. Des fois, c'est des petits trucs qui ramènent l'argent. Ouais, bah ouais. Dans 2 mois, Abdallah Adjaout ouvre un magasin de produits discount à Nantes. Il est venu acheter pour 150 000 € de marchandises en Chine, dans ce marché de gros. Ah, c'est magnifique ça. C'est beau, hein? Pour l'aider à négocier, Mario Chevalier, Tiens, ça, regarde, on va voir. un Français qui vit ici à l'année. Ça, c'est un bonnet, en fait. Tu le mets sur ta tête. Et quand t'appuies, tu vois, pour les gamins, t'as les oreilles qui montent. Ça, c'est sûr, ça marche. Demande une 10 000 pièces. Et où encore ça doit ça, tiens, tu dis. Pour lequel? C'est quoi, là? Tu vas 200? Voilà. 10 RMB, 1,20 € en gros, à peu près. Ah, quoi là? Tu es team, hein, C'est ce que je peux faire de mieux. Hein. ouais, bah, 0,3, parce qu'ils n'ont pas des grosses marges ici, c'est pas comme chez nous. C'est là, on divise par 11,3, bah, tu gagnes 5 centimes à peu près. Ouais. Quelque chose comme ça. Affaire conclue en quelques minutes. Abdallah vient de dépenser 20 000 € pour des bonnets. Dans sa carte, on peut la prendre. Ouais, et au mi-pied, non? Ça peut amuser les enfants, ceux qui ne veulent pas mettre les bonnets en hiver, ça peut être un plus, voilà, puis c'est super sympa. C'est original, ça vient de sortir. Et il sera peut-être le premier à les amener en France. Et comment ils sentent les Chinois ces trucs-là? Les Chinois, ils inventent rien, ils ont dû le voir quelque part, ça leur a plu, ou ils ont vu ça dans une boutique de jouets, et ils ont reproduit la même chose. C'est une photocopieuse, la Chine. Abdallah achète tout. Tiens, il y a ça aussi, c'est marrant. Les petits mettent la main au-dessus et ça vole, en fait. Attendez. Attends qu'ils redescendent et après tu le fais remonter. Et parfois n'importe quoi. Là, doucement quand même, c'est du made in China. Hein. Des jouets comme ce tableau magique. Toi, c'est un tableau, t'écris ton nom, hop, 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 et t'appuies et ça l'efface. Des sacs à main. Ou des articles de puériculture. Ni hao, menu, imota de yampin. Le commerçant nantais veut commander 1600 exemplaires de cette poussette. C'est magique ça. Oui. Mais la matière ne lui plaît pas. Pas au piva. Je vous change la matière cette nuit et je vous amène un échantillon demain. En 1 minute, je lui ai demandé de me changer la matière, parce que c'est une matière époxy, c'est-à-dire que ça rouille facilement. Donc en 1 minute, elle m'a dit OK. Et elle m'apporte l'échantillon demain. Des commerçants très réactifs, approvisionnés par des milliers d'usines aux alentours. C'est juste là au 2e étage. Les prix y sont parmi les plus bas de la planète. Ni hao. Ni hao, ni hao. Hein? Je vais te montrer. En plus de son magasin de produits discount, Abdallah ouvre une concession de 2 roues. Je pense que celui-ci, il a plus d'alcool, il fait plus moto, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est plus moderne, c'est sûr que la coupe, c'est plus fashion. C'est quoi, c'est Nagadien, ça? Il est en quête de scooters électriques. Ça fonctionne bien, quoi. Ouais, sur celui-ci, on peut partir sur 20 pièces. Hein. Le commerçant nantais va acheter ce modèle en plusieurs couleurs. Au total, 100 pièces, à un prix imbattable. Une pièce comme ça, sortie d'ici, 450 €. Ça, c'est un produit comme ça, c'est 2000 € en France. Comme Abdallah, Les joues aussi, des phares. 70 millions d'acheteurs du monde entier viennent chaque année à Yiwu. À l'est de la Chine, ce gigantesque marché est le plus grand bazar de la planète. Un bâtiment de 5 km de long, d'où viennent bien des objets que vous avez chez vous. Cadenas, outils de jardinage, casseroles, passoires ou encore élastiques. Il y a plus de 100 000 boutiques. La légende raconte qu'il faudrait 3 ans pour en faire le tour, en restant seulement 3 minutes dans chaque magasin. La moitié des parapluies vendus dans le monde transitent par ici. 80% des décorations de Noël. 2 tiers des jouets. Et la totalité des objets souvenirs. Même les tours Eiffel achetées par les touristes chinois en visite à Paris viennent d'Yiwu. Un paradis du Made in China. Pourtant, derrière les bonnes affaires, parfois des produits de mauvaise qualité, de la contrefaçon,
Sans parler des conditions de travail, pas toujours reluisantes. Dans cette ville de 800 000 habitants, il n'y a qu'un seul mot d'ordre. Vendre, encore et encore. J'arrive. Je suis dans les bouchons. À 45 ans, Monsieur Chen est le troisième homme le plus riche d'Yiwu. L'an dernier, ses revenus ont atteint 15 millions d'euros. Nous, les patrons, on roule dans des voitures à 150 000 euros minimum. Des Maserati, des Porsche, des Bentley. Les petits commerçants, eux, ils roulent en BMW ou en Mercedes. Et Audi, c'est vraiment du bas de gamme. Fils de paysan, à 16 ans, il commence comme vendeur à la sauvette dans les couloirs du marché. Aujourd'hui, il possède 3 boutiques, payées chacune 700 000 euros. Avec la fréquentation du lieu, le prix des emplacements a flambé. Salut à tous. Monsieur Chen fait dans le rasoir et la tondeuse. 40 000 de ses produits quittent la ville chaque jour. 14 millions par an. Ça, c'est une tondeuse pour animaux de compagnie. On exporte ça vers l'Europe et le Brésil. Celle-là est destinée aux femmes pour raser les sourcils, limer les ongles et les polir. Et ça, c'est pour enlever la peau des pieds. Ça cartonne aux États-Unis. Sa dernière nouveauté, ce petit appareil dont il tient à démontrer l'efficacité sur Bin, son épouse. Et ce produit-là, il lave les cheveux, les sèche et les lisse. Bien sûr qu'à ce prix-là, ça comprend l'emballage. J'ai pas le choix. C'est toujours moi le cobaye. Bonjour. Comment allez-vous? Simple revendeur au départ, les Chen sont devenus fabricants il y a 6 ans. Ils ont créé leur propre marque et ouvert 4 usines en Chine, dont celle-ci, où sont assemblés tous leurs produits. Montre-moi ce que tu as dessiné. C'est par ici. Au départ, Monsieur Chen a fait comme beaucoup de commerçants d'Yiwu. Pour se lancer dans la fabrication, il a copié les grandes marques. Nous, les Chinois, on n'est pas très bons pour concevoir les produits. Alors on essaye de corriger les défauts des produits des grandes marques, de les perfectionner. Et ensuite, on peut les revendre à l'étranger. Après s'en être inspiré, aujourd'hui, il travaille pour ces grandes marques. Faut vraiment augmenter l'épaisseur de cette tondeuse. Ce sera plus solide si ça tombe par terre. Les produits qu'il fabrique pour le compte de Gillette, Dyson ou Braun sont les mêmes que ceux qu'il commercialise sous sa marque. Seule l'étiquette et le packaging changent. Ce matin, dernier test pour 400 000 brosses commandées par une chaîne de salons parisiens. Il faut toutes les brancher. Gare aux décharges électriques. Faut me l'enlever celle-là. Monsieur Chen emploie 300 personnes, essentiellement des ouvriers non qualifiés. Aujourd'hui, cela assemble des mini-tondeuses à barbe qui seront vendues au Brésil. Parmi eux, De Bing, 30 ans. Originaire du Kwezhou, région pauvre au sud-ouest de la Chine, il travaille depuis ses 12 ans. Avant de venir à Yiwu, j'étais à Shenzhen dans une usine d'électronique. Je suis resté là-bas un bon moment. Et puis j'ai eu envie de bouger. À Yiwu, le taux de chômage ne dépasse pas 2%. De Bing a choisi l'usine de Monsieur Chen pour ses conditions de travail. Merci. 500 € par mois pour 12 heures de travail par jour, 6 jours sur 7. Pose ta carte. 100 € de plus que son précédent job. Mets-moi du cochon, celui-là. En prime, le petit déjeuner et le déjeuner sont offerts. T'as fait combien de tondeuses ce matin?
Moi, 360. Moi aussi, 360. À l'usine, la réussite fulgurante de Monsieur Chen est un moteur pour tous les ouvriers. Je travaille dur pour gagner de l'argent et devenir comme le patron. C'est mon rêve. J'ai cette idée. Ce rêve, je ne suis pas sûr de pouvoir le réaliser. Mais pour l'instant, ça me suffit d'y croire. Le patron, comme l'appelle De Bing, loge aussi tous ses ouvriers au sein même de l'usine. Le jeune homme vit avec 2 collègues dans ce dortoir de 13 mètres carrés. Ça, c'est mon lit. Quand je suis arrivé, il restait que celui du haut. J'ai pas de matelas, juste ces 2 couvertures. Je vais me laver les pieds. Même si les conditions sont loin des standards européens. Pour De Bing, c'est le grand luxe par rapport à son village. Une salle de bain avec de l'eau chaude, la climatisation et même le Wi-Fi. La seule chose qui lui manque... Coucou. Tu dors? Non. Sa compagne, qu'il a laissée à 1600 km de là. Il ne la voit que 15 jours par an. T'as pas fait d'heure sup ce soir? Non, je viens de finir. Il n'est même pas 21h. J'ai travaillé quand même jusqu'à 20h30. Bon, je raccroche. Elle me manque à cause de la distance, mais je dois travailler. Je dois travailler. C'est aussi pour lui offrir un plus bel avenir que je suis parti. 21h30, couvre-feu décrété par le patron. Le lendemain, dès 8h, les ouvriers devront tenir la cadence sur la ligne de production. Yiwu est la ville où le revenu moyen est le plus élevé de Chine, après Pékin et Shanghai. Mais ce n'est pas l'Eldorado pour tout le monde. À la périphérie de la ville, des centaines de garages servent d'ateliers où des petites mains travaillent pour un salaire de misère. La plupart sont des musulmans, minorité religieuse persécutée en Chine. 7 jours sur 7, Yongxia, 50 ans, fabrique des guirlandes de Noël qui seront vendues en France et dans toute l'Europe. Moi, je ne fête pas Noël. Je suis juste là pour gagner de l'argent. Le seul truc que je sais, c'est que ces ampoules me coupent les doigts. Elle est payée 5 centimes la guirlande. Yongxia vit avec ses 3 enfants, dont Ma, 20 ans, qui vient chaque jour après son travail d'interprète au marché. Je viens l'aider pour qu'elle finisse plus tôt et qu'on gagne un peu plus d'argent. C'est un travail dur quand on fait cela toute la journée. Mère et fils auront assemblé en 14 heures 259 guirlandes et gagné 13 €. La patronne du garage les vend 2 € pièce aux grossistes européens. Selon elle, ce paiement à la tâche profiterait aux ouvrières. Je les paye à la pièce, comme ça elles peuvent partir à l'heure qu'elles veulent. Certaines travaillent jusqu'à 1h ou 2h du matin pour gagner plus. Dans les boutiques françaises, ces guirlandes seront vendues entre 7 et 12 €. Une course effrénée au toujours moins cher, sur laquelle Mario, l'intermédiaire français, préfère fermer les yeux. Je ne l'ai pas reçu encore de l'usine. Ils l'ont fini, mais ils l'ont envoyé. Normalement, je l'ai demain. Je viens de lui dire à lui. Vendeur de nappes sur les marchés en Vendée. Il a découvert Yiwu il y a 13 ans, en venant s'y approvisionner. Il a tout de suite compris le profit qu'il pouvait tirer en s'installant ici. Popo. Oh. Mario a 2 enfants. Enzo, 2 ans.
Et Joris, 8 ans, qu'il a eu avec Lynn, son épouse et associée. Comme beaucoup de familles chinoises, Popo, la belle-mère, vit avec eux. La relation entre Mario et sa fille a été difficile à accepter. Au début, ma fille me l'a caché. Elle me l'a dit seulement au bout de 3 ans. Je lui ai dit non. J'avais peur qu'elle parte un jour en France. C'est trop loin. Et du coup, j'aurais fait une fille pour rien. Je lui ai dit, si tu veux rester avec lui, il doit acheter un grand appartement à Yiwu pour que je m'installe avec vous. Regarde l'écriture, comment c'est écrit. En plus du grand appartement, Mario a dû mettre la main à la poche. C'est pas gratuit, hein. Quand vous prenez une chinoise, il faut payer. Hein. Ça m'a coûté 50 000 RMB, 7 500 €. Bah ici, quand tu prends une fille dans un couple, tu dois payer la famille. C'est pas parce que je suis étranger, hein, c'est la coutume chinoise. Tu dois donner de l'argent à la famille. Quoi? Bah quoi, c'est vrai, non? Dis, c'est la coutume. Hein? C'est Bagère. Hein? Ah, mais à l'époque, j'avais pas d'argent. Elle m'a ruiné. Mario n'a pas souhaité communiquer ses revenus. Il affirme juste prendre 5% de commission sur tous les achats effectués par ses clients. Il les aide à négocier les prix avec les commerçants chinois. Il vérifie surtout toutes les commandes avant expédition. Il y en a de la cam, hein. Tous les jours, il se rend dans la zone sous-douane, un dédale d'où plus de 1500 containers partent chaque jour. Salut, ça va? Ce matin, Mario doit vérifier une grosse cargaison qui part pour un bazar de l'Est de la France. Des milliers de cartons. Ça, c'est un jouet pour les chiens, en fait. Étiquetage et même mesure des produits. 19 cm, 19 cm. Pour gratter quelques centimes, ils peuvent se tromper, ils peuvent mettre 17 cm. À Yiwu, Mario sait qu'il faut se méfier de tout, en particulier de la qualité des produits. Un de ses clients a commandé 6000 sacs à main pour la France. Prix de gros, 2 € pièce. Attendez, 2 bouteilles d'eau. La semaine dernière, Mario a reçu ce sac jaune en échantillon. Voilà le problème. C'était une question d'élasticité? En urgence, ils ont modifié leur modèle. Hop. On va en mettre 4 là, pour être sûr que ça bouge pas. Test des bouteilles d'eau pour le nouveau sac. Kaima? Bien sûr. Hein, Sokama? Ça marche. Ok. Là, on va mettre 4, ça fait quand même presque 2 kilos. Et voilà, vous voyez, là, il bouge pas. Bon, il faut pas trop insister, mais il bouge pas. Il bouge quand même, hein. Ah, il est cassé. Et alors, ce que l'on va faire, on va coudre 2 fois chaque sangle et un peu plus en profondeur. Je te jure, cette fois-ci, ça va tenir. 3 jours plus tard, Mario a reçu de nouveaux sacs, plus solides. Mais parfois, difficile de s'entendre entre acheteurs étrangers et fabricants chinois. Du coup, dans le marché, une sorte de tribunal, le bureau des médiations a été créé. Chaque jour, en moyenne, 2 acheteurs étrangers viennent se plaindre. Comme cette Russe, qui a reçu 5000 coussins mal cousus. J'ai demandé à la patronne de nous rembourser, mais elle ne veut rien savoir. Si aucun accord n'est trouvé, une audience est organisée. Il faut montrer aux étrangers que nous, Chinois, quand on fait du business, nous sommes très honnêtes. Une grande pièce de théâtre, où les dés sont souvent pipés.
90% des affaires se concluent en faveur des fabricants chinois. Ce matin, la cour composée de commerçants et d'acheteurs du marché doit résoudre le conflit entre ce fabricant et cet acheteur yéménite. Regardez, c'est pas la même référence. Il a commandé 2000 ampoules et n'a pas reçu la bonne marchandise. Je vous ai ramené les ampoules. C'est bien cette marchandise que vous avez reçue. Et c'est celle-là que vous avez commandée. Lorsque vous avez reçu les marchandises, vous n'aviez qu'à bien vérifier. Moi, sur le bon de livraison, tout est OK. Il faut pas nous rejeter toutes les responsabilités. L'acheteur réclame un remboursement total de la commande qui est déjà arrivée au Yémen. Total 1600 €. Alors, sur ces 1600 €, vous acceptez de rembourser combien? Pour réparer mon erreur, j'accepte de payer 10%. Ça vous convient? Je sais très bien que ces ampoules peuvent s'écouler facilement au Yémen. La Cour va essayer de convaincre l'acheteur d'accepter l'offre pour éviter de ternir la réputation du marché. Lui ne pense pas que ce soit son erreur. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous pouvez régler le problème dans un vrai tribunal. La procédure judiciaire est très compliquée et très coûteuse en Chine. Je suis pas d'accord. Je vais aller au tribunal. Vos arguments n'étaient pas suffisants pour convaincre le patron. La médiation prend fin. La Cour ne cherche pas à savoir qui a tort ou raison. Ils veulent que tout le monde soit content. Mais c'est pas bon pour moi. Et je vais gagner. Tout est avec moi. Il s'est trompé de produit. Yiwu semble avoir ses propres règles commerciales. Et cela n'a pas l'air de déranger les autorités chinoises. Dans les allées du marché, à la vue de tous, on trouve des produits de marque à des prix très étonnants. Console de jeux japonaise à 10 € au lieu des 500 € en France. Des montres connectées de la marque à la pomme, 10,50 € au lieu de 480. Enceinte à 5 € au lieu de 90. Trop beau pour être vrai. Sur ce stand de produits pour bébés, nous nous faisons passer pour des acheteurs. La fabricante ne se cache pas de vendre des copies. Ça, c'est une contrefaçon. Ce modèle est de bonne qualité. C'est le même que l'original. Mais vous êtes sûr que ce n'est pas dangereux pour les enfants? Lequel? Le Fisher-Price? J'en sais rien. Après, je ne l'ai jamais essayé, mais les clients ne m'ont jamais fait de mauvais retours. Ces produits de contrefaçon sont interdits en Chine. Ils ne répondent à aucune norme de sécurité. Non sans cynisme, certains fabricants d'Yiwu les vendent en toute connaissance de cause. Toujours en nous faisant passer pour des acheteurs, nous avons réussi à nous faire inviter dans une usine qui fabrique en quantité industrielle la contrefaçon d'un masque de plongée, le best-seller d'une marque française, qui s'écoule à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. Dans le commerce, l'original est vendu 25 €. La patronne propose la copie à 4,50 € aux grossistes. Il y a le tuyau aussi pour respirer. Qui, eux, le revendent une dizaine d'euros. Mais à ce prix-là, seul le design est copié. Donne-moi un masque. La technologie brevetée par la marque pour expirer correctement le CO2 a été enlevée et les matériaux utilisés changés pour baisser le coût de revient. Notre masque est fait en silicone industriel. L'original, lui, est fait en silicone alimentaire. Le silicone industriel, si on appuie trop dessus, il va changer de forme. Normalement, il ne devrait pas y avoir de fuite, mais ça va affecter la qualité et je ne peux pas vous garantir la longévité du produit. Des problèmes d'asphyxie sur ces masques contrefaits ont causé des accidents partout dans le monde. Selon la patronne, la marque française aurait découvert il y a 4 ans cette contrefaçon et aurait essayé de faire stopper la production.
Ils nous ont attaqués plusieurs fois en justice en Chine. Ils n'ont pas gagné une seule fois. Pas une seule fois. En Chine, en théorie, l'amende pour contrefaçon peut monter jusqu'à 260 000 €. Mais toujours selon cette patronne, les douanes d'Yiwu ne seraient pas très regardantes, voire corruptibles. Vous pouvez me garantir que les produits passeront la douane? Nous l'avons déjà fait. Et s'il y a un contrôle aux douanes, je m'arrangerai pour que ça passe. Par contre, pour les douanes françaises, vous devez vous débrouiller. Les douanes chinoises ont refusé de répondre à nos questions. 86% des produits contrefaits dans le monde seraient fabriqués en Chine. Position basse. Position haute. Alignement épaule. Position poitrine. Ils sont l'élite du régime de la première puissance mondiale. Sois plus souple, rentre le ventre. La cheville ouvrière de l'appareil sécuritaire chinois. Écarte les jambes. Même écartement que les épaules. À 24 ans, Zhu Lingbo est étudiant en 4e et dernière année au sein de la prestigieuse Police Academy de Pékin. Attention. Maintenant, pas à pas. Les hommes se débrouillent moins bien que les femmes. Lingbo et ses camarades de promotion simulent une chasse à l'homme dans ce décor de carton-pâte reproduisant un quartier de la capitale. On rentre plus le ventre. Un exercice pour les préparer à une profession très valorisée dans le plus grand état policier de la planète. Un instant. Casier judiciaire. La police chinoise, c'est 2 millions de fonctionnaires et près de 5 millions d'auxiliaires de police. Des unités parallèles qui les secondent dans leur mission. La Chine est le pays au monde qui compte le plus de policiers. Et avec Moscou, Pékin est la capitale où les forces de l'ordre par habitant sont les plus importantes. Une police opaque, secrète, qui ne divulgue presque aucune statistique sur ses interventions. Vous voulez faire quoi? Un passeport pour vous? Nous avons obtenu une autorisation de tournage exceptionnelle. Je vois l'immatriculation. Avec les unités civiles de quartier. En contact étroit avec la population. Je m'en vais tout de suite. Dégagez la route. Efficace, respectée, mais aussi crainte et très intrusive aux yeux d'un observateur occidental. Bonjour madame, je suis venu avec le coordinateur du parti. En Chine, le conditionnement des policiers commence dès l'école. Partout, des photos du nouveau maître de la Chine depuis 7 ans, le président Xi Jinping. À l'école de police de Pékin, comme dans les 33 autres académies du pays, les étudiants, dont seulement 20% de filles, n'ont qu'une demi-journée de liberté par semaine. Interdiction de boire de l'alcool ou d'aller en boîte de nuit. Tous en cours, tous en cours. Ici, dès le réveil, on ne plaisante pas avec la discipline. Chaque matin, Lingbo, l'étudiant en 4e année, plie impeccablement sa couette. Si son képi n'est pas posé pile au milieu, il perd des points sur son classement et peut être sanctionné. C'est comme dans l'armée. Si on n'est pas encadré de façon stricte, on ne sera pas carré et discipliné. On dit ici que si le troupeau est encadré, l'ensemble de la nation sera en ordre. Si les policiers sont obéissants, la société sera elle aussi carrée et harmonieuse.
Ce matin-là, pour Lingbo, c'est cours de rédaction de rapports officiels. Là aussi, pas question d'improviser. Aujourd'hui, nous allons voir comment rédiger un rapport de police. Il y a un cadre à suivre. Il faut commencer par la synthèse de la situation. Puis, on détaille l'analyse. Il faut rédiger le rapport de façon scientifique, mais toujours faire aussi un peu de langue de bois. Autrement dit, ne pas être totalement transparent. Aller toujours dans le sens de la ligne officielle dictée par le Parti communiste. Après la théorie, les entraînements physiques. Cours de boxe thaïlandaise pour Lingbo et sa classe. Arrêtez. Là, avec Lingbo, quel est le problème? Quand on le frappe, il ne se protège pas avec le bras. Une autre classe s'entraîne à la répression des troubles à l'ordre public, notamment les manifestations politiques, interdites en Chine. Vous vous dirigez vers l'assaillant et vous donnez un premier coup, puis un deuxième. Pour les 1000 aspirants policiers, la scolarité coûte 600 € l'année. De la sauce? Oui, je veux bien. Logement et nourriture compris. Une somme modeste pour les parents de Lingbo, journaliste pour sa mère et cadre du parti pour son père. Mes parents sont fiers, parce qu'en Chine, le métier de policier est apprécié et prestigieux. Et je démarrerai avec un bon salaire. Combien pouvez-vous espérer? Environ 1200 € par mois. Soit 200 € de plus que le salaire moyen à Pékin. Après les cours, Lingbo regagne son dortoir qu'il partage avec 7 autres étudiants. Son passe-temps favori, visionner des séries policières chinoises, très violentes. Je te pose une question. Non, je n'ai pas de complice. Tu nous mens. Tu nous mens. On va te punir. J'aimerais résoudre des enquêtes criminelles, comme le héros de cette série. C'est un jeune policier anti-drogue. Il démantèle tous les trafics. Mais avant de devenir un super flic de la brigade des stupes, quel que soit son classement, Lingbo devra d'abord, pendant au moins 4 ans, démarrer comme policier de quartier. On les appelle en Chine les forces communautaires de sécurité publique. Liu Shihuo a 30 ans. Elle aussi est diplômée de l'Académie de police de Pékin. Bonjour, vous balayez? Grand-mère Chiang est là? Étonnamment, son travail ressemble à première vue à celui d'une assistante sociale. Bonjour. Hey, vous avez meilleure mine. Ça va mieux la santé? Ça va, mais ça fait un mois que vous n'étiez pas venu me voir. J'étais débordée pour la fête nationale. La petite policière Liu, c'est comme un membre de ma famille. Elle m'a aidée lorsque l'administration ne m'autorisait pas à retirer la nouvelle carte d'identité de ma petite fille, sans la présence de sa mère. Sa maman travaille à l'usine et dort sur place, dans un dortoir. Donc il n'y a que moi qui pouvais aller chercher les papiers. Liu ne se contente pas de faciliter la vie de ses concitoyens. Elle et ses collègues les surveillent aussi. Les forces de l'ordre sont postées à chaque coin de rue. Partout, à chaque instant, les Pékinois sont filmés par des myriades de caméras. La Chine en a installé 450 millions, une pour 3 habitants. À l'intérieur du commissariat, Liu, la policière, et son collègue ont accès aux images de vidéosurveillance en permanence. Il y a un attroupement devant cette boutique. Oui, je vois. Là, ça va, mais là-bas, les gens s'agglutinent. Aucune manifestation en vue. L'attroupement n'est pas flagrant, mais suffit à inquiéter les policiers. S'il y a un attroupement, c'est un trouble à l'ordre public. On appelle aussitôt notre collègue policier en faction dans la rue pour qu'il disperse le bouchon.
Il faut absolument éviter que les gens s'agglutinent. Par exemple, si un individu s'immobilise pour passer un coup de fil trop longtemps ou manger quelque chose, ça gêne la circulation fluide des gens. Ils peuvent se piétiner, se bagarrer ou tomber. C'est dangereux. En Chine, pas de commission informatique et liberté. Les images sont envoyées en temps réel au pouvoir central et stockées sur une longue période. Notre système de vidéosurveillance calcule le nombre de personnes qui entrent et sortent du quartier en temps réel. La police sait par exemple que dans cette rue piétonne, 49 837 personnes sont entrées depuis le début de la journée. En ce moment même, ils sont 2612. C'est un énorme travail, très méticuleux, de surveiller ces images. Mais le but que nous recherchons, c'est le calme et l'harmonie du quartier. Grâce à ce gros travail de prévention, les gens sont insouciants dans une société harmonieuse. La Chine s'est dotée de systèmes sophistiqués de reconnaissance faciale qui permettent, grâce à des algorithmes informatiques, de connaître l'identité de chaque passant. Et donc tous ces gens sont identifiés grâce à la reconnaissance faciale. Là-dessus, on ne répond pas. On n'en parle pas. Je vous montre autre chose. Présents pour encadrer le tournage, les responsables du ministère de la Propagande et de la Sécurité publique interviennent. La question dérange. Critiquée pour atteinte aux libertés individuelles, la police de Pékin veut bien parler de surveillance, mais pas de fichage de ses habitants, via la reconnaissance faciale. Liu et son collègue préfèrent nous emmener en patrouille pour vanter leur travail de prévention, très interventionniste. Et vous là, venez ici. Il ne faut pas porter votre sac à dos derrière comme ça. Vous le portez sur l'avant. Et vous dites la même chose à votre ami. D'accord, d'accord. D'accord? Et lui aussi là. Et toi, tu es toute seule? Où sont tes parents? Gardez bien la petite près de vous, hein. Il y a beaucoup de monde. Difficile de savoir si notre présence suscite un excès de zèle ou pas. Mais si on se fie aux rares chiffres officiels, Pékin est une ville sûre. Avec peu de vols et de viols, peu d'armes à feu et seulement 6 meurtres par million d'habitants, la Chine serait l'un des pays les moins criminogènes au monde. Et toi, tu surveilles bien la poussette, d'accord? Tradition confucéenne d'obéissance, État communiste autoritaire, tour de vis depuis l'élection de Xi Jinping. En tout cas, les Pékinois semblent ne pas se plaindre de leur police. Depuis 3 ans, le maillage sécuritaire s'est encore renforcé. Chaque ensemble résidentiel est désormais doté d'un micro-commissariat, comme celui-ci. À sa tête, Yan Jinzhuo, 32 ans, administre seul 13 000 habitants. Hier, j'ai patrouillé seul de 10h à 11h. C'est l'un des jeunes policiers les mieux notés de Pékin. Sur les murs, des affiches rappellent la ligne propagande, éducation du peuple, surveillance mutuelle et responsabilité collective. Yan est d'ailleurs aussi le vice-secrétaire local du Parti communiste. Il travaille 60 heures par semaine et n'a droit qu'à 5 jours de congés payés par an. Quand j'ai démarré ma carrière, le secrétaire du Parti communiste m'a dit que j'allais être soumis à une grosse pression, mais que si je travaillais dur, mon travail serait gratifié. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir bouclé le quartier avec des barrières automatiques, des badges et des caméras. Avant, tout le monde circulait librement. Il y avait des marchandises partout. Maintenant, il n'y a plus de marchands ambulants, ni de petits vols. Selon le policier, grâce à la vidéosurveillance et à ce dispositif de barrière, les appels au commissariat ont chuté de 30% dans la zone qu'il administre.
Pour tenir le quartier, Alignez-vous, on démarre. le policier s'appuie aussi sur des forces paramilitaires. À droite, toutes. Les Baoan, connus pour avoir le coup de poing facile. Ce sont des employés d'entreprises de sécurité privée, mais rémunérés par l'État. Yan en a 32 sous ses ordres. Aujourd'hui, formation fourche et bouclier pour maîtriser des personnes dangereuses en cas de manifestation ou trouble à l'ordre public. Avec la fourche, il ne faut pas attraper les gens au cou comme un lasso, il faut viser les jambes. Quand on attrape l'assaillant par les jambes, il est déséquilibré et ne peut pas rouvrir la fourche. Et vous parvenez à l'immobiliser. Vous voyez ? La fourche est une spécificité de la police chinoise. Certaines sont électriques. Cette fois, il ne s'agit plus de prévention, mais d'un recours assumé à la violence face aux fauteurs de troubles. Maintenant, le bouclier qui peut aussi être une arme. Vous pouvez le lancer contre un individu. N'ayez pas peur d'être violent et de lui briser les os du pied. Vous avez vu le film Crazy Kung Fu? Les os des pieds sont très fragiles. En lançant dessus le bouclier de toutes vos forces, c'est la fracture assurée et votre assaillant ne peut plus bouger ni combattre. C'est comme s'il perdait un pied. La police chinoise redoute aussi les attentats. En 2013, un homme protestant contre la brutalité policière a fait exploser une bombe artisanale à Pékin. Plusieurs attaques au couteau ont aussi ciblé des écoles. Yan et ses Baoan assurent pour l'instant n'avoir utilisé leur fourche que contre les hommes ivres à la sortie des bars. Dans ce quartier plutôt international, doté de plusieurs universités, ce qui prend le plus de temps aux policiers, c'est la surveillance des étrangers. Ils sont tenus de s'enregistrer au commissariat dans les 24 heures après leur arrivée. Comme Charlie, un étudiant en langue originaire de Chicago. Vous louez un appartement via un agent ou directement à un propriétaire? Oui, un propriétaire. Un Chinois? Oui, chinois. Jusqu'à quand allez-vous rester à Pékin? Juin ou juillet. Vous vivez seul? Oui. Ma mère va sans doute venir me voir. Elle devrait venir au printemps pour une semaine. Si vos parents ou des amis viennent vous voir, il faut les amener ici pour qu'ils s'enregistrent aussitôt. C'est entendu? Ok. Et mieux vaut obtempérer. Car Yan fait des contrôles à domicile. Bonjour. Toujours accompagné d'un employé du Parti communiste local. Bonjour. Bonjour, c'est la police. Vous parlez chinois? Oui. Je suis policier, je viens contrôler vos papiers et votre relevé d'enregistrement. Apportez-moi ça. Oui. Yan veut aussi examiner le bail de ces étudiants sud-coréens qui vivent en colocation. Voilà mon relevé d'enregistrement. Vous avez un contrat de location? Oui. C'est son relevé d'enregistrement. Prends-le en photo pour qu'on vérifie au poste. C'est bien votre nom sur mon fichier. Votre date de naissance? Oui. Oui. Je vous laisse aussi un prospectus contre l'escroquerie électronique par Internet. Il faut bien le lire. Eh, tu m'écoutes là ou tu as tes écouteurs? Non, ma musique est éteinte. Ça vous fait quelle impression de voir comme ça la police débarquer pour un contrôle d'identité chez vous? Ah, je trouve ça chelou. C'est vraiment bizarre. Dans l'appartement voisin vit une Brésilienne. Bonjour, c'est votre nom? Oui. Et vous vivez seul? Oui. Enfin, mon petit ami vient de temps en temps. Il est chinois ou étranger? Chinois.
Ah, chinois. On l'a le copain dans les registres? Il a enregistré votre copain auprès du commissariat? Non, mais il vient juste de temps en temps. Il n'habite pas là. Ce jour-là, Yann contrôle une dizaine d'appartements. Avec les étrangers, on vérifie en particulier qu'il n'y a pas de cannabis. On leur explique bien que c'est strictement interdit, pas comme aux États-Unis. On fait du porte-à-porte pour identifier les odeurs, et s'il y a du cannabis, même avec la porte fermée, on peut le sentir. La consommation de cannabis est punie de 6 mois de prison, suivie pour les étrangers d'une expulsion du territoire. Cette omniprésence policière, Jeanne la connaît bien. Cette Française, originaire de Lille, étudie à Pékin depuis 3 ans. Elle a été confrontée 4 fois aux forces de l'ordre, notamment pour des contrôles de stupéfiants. Ils arrivent du coup dans un bar où on était et ils ferment le bar complètement pour plus que personne puisse sortir. Et ils nous font faire la queue en fait au niveau des toilettes. Et chacun doit faire un test en fait d'urine pour savoir si on a pris de la drogue ou pas. Auquel cas, si c'est positif, on va au poste. Sur WeChat, du coup, l'équivalent du Facebook chinois ou du WhatsApp, sur ces groupes-là, en fait, on s'échange où est la police, en fait, à quel moment, pour pas qu'on ait de soucis ou pour pas qu'on voit la police, quoi. Étonnamment, cette intransigeance de la police pékinoise tranche avec une certaine permissivité, comme ici, dans le quartier chaud de Wudaoko. Pars pas! Rends-moi mon portable! Ici, la consommation d'alcool, parfois frelatée, fait des ravages. Comme s'il fallait autoriser quelques soupapes de liberté à une population très surveillée. Il a touché mes fesses! Obsédé! Nique ta mère! Les Baoan ferment les yeux, tout comme les policiers de ce bus commissariat mobile. Il faut dire que Yann, qui a la responsabilité de cette rue de la soif, a intérêt que le business de la nuit ne fasse officiellement pas de vagues. Il est récompensé par des primes si les chiffres de la délinquance baissent. Ce soir-là, il se rend dans cet établissement, au nom qui fait sourire. 2 fois par mois, le policier négocie avec les patrons de bar. Il ne s'agit pas de contourner la loi, mais de s'arranger avec celle-ci. Alors on se donne une petite heure pour faire le point sur toutes les violences qui se sont produites ce mois-ci et les solutions qu'on peut trouver. Dans mon bar, 2 filles se sont bagarrées dans l'escalier. Elles se sont poussées l'une l'autre. L'une est tombée par terre et son écran de portable s'est cassé. Yann et les gérants de bar ont une stratégie pour éviter les dépôts de plaintes en cas de petits faits divers. Nous, on a eu une grosse bagarre entre 5 personnes et il y a eu des blessés. Ils voulaient aller au commissariat, mais sur le chemin, je leur ai expliqué que s'ils portaient plainte, il y aurait des complications juridiques. Alors je les ai incités à conclure une transaction financière entre eux, avec 700 € de dommages et intérêts. Et ça s'est réglé sans procès verbal. Il existerait une autre explication à la permissivité de la police vis-à-vis du business de la nuit. Un jeu complexe de relations à la chinoise, où les mafias locales jouent un rôle codifié par l'usage. Christophe est français, restaurateur à Pékin depuis 14 ans. Hello Raphaël, how are you? How is the business today? Great. Ah, very good. Ces 2 établissements sont ouverts jusqu'à 5 h du matin. Pour faciliter les relations avec les forces de l'ordre, Christophe a recours au service de ce qu'on nomme à Pékin un dagueux. On a ce qu'on appelle un protecteur, un grand frère ou quelqu'un qui connaît bien la rue, la situation dans le quartier et qui, en général, trouve des solutions sans qu'on ait besoin d'appeler la police. Le dagueux est lui aussi restaurateur dans le quartier. Il entretient de très bonnes relations avec les policiers.
Il les invite dans son resto, il boit avec eux, donc il copine. Il doit donner des cadeaux aux bonnes œuvres de la police au Nouvel An chinois. Toute chose que je ferais moi-même si j'étais à sa place. Ça ne veut pas dire qu'on corrompt, ça veut simplement dire qu'on fait attention aux services publics autour de nous. Christophe n'en dira pas plus. Selon plusieurs sources, il y aurait souvent des échanges d'argent dans de petites enveloppes rouges, selon la tradition locale. Fermez parfois les yeux, mais laissez penser le contraire. Main sur la tête. Contrôle de police. Contrôle drogue et prostitution. Tout le monde accroupi. Le ministère de la Propagande n'autorise pas les médias à suivre les contrôles. Mais les policiers pékinois les filment souvent, avec des GoPros. Ces images se retrouvent mises en scène sur l'Internet chinois. Des armes de dissuasion numérique. Regarde, ton test d'urine est positif aux stupéfiants. MDMA et méthamphétamine. Tu oses nier? Tu oses nier alors que la science dit que tu as consommé de la drogue? Dans ces vidéos au goût douteux, les policiers aiment aussi promouvoir leurs instruments d'interrogatoire, comme la chaise du tigre, qui immobilise mains, jambes et buste du prévenu. La garde à vue peut légalement durer 37 jours. Donc tu as critiqué la police sur les réseaux sociaux. Quand? Hier. À quelle heure? 21h. Sur WeChat? Oui, c'était sur WeChat. Dans quel groupe de discussion? C'était à propos de quelqu'un qui était à moto. Il y avait une photo et j'ai juste commenté. Ces interrogatoires policiers musclés, et selon plusieurs ONG, contraires aux droits des prévenus, cette Pékinoise en a fait les frais. Son mari a été condamné à mort et exécuté pour un trafic de drogue qu'il a reconnu. Elle a toujours clamé qu'elle était innocente. Ils ont arrêté mon mari, puis la police m'a crié dessus en fouillant mon appartement. Ils m'ont demandé ce que mon mari m'avait confié et ils ont pris mes empreintes digitales. Je pensais qu'ensuite ils allaient me relâcher pour que je puisse retrouver mes jumelles. Elle n'avait que 5 ans à l'époque. Elle pleurait, elle criait « Maman, où vas-tu » Mais la police m'a emmenée dans une autre ville et ils m'ont privé de nourriture et de sommeil pendant des jours. Madame Peng n'a signé aucun aveu, mais a été condamnée à 4 ans de prison. Le chef de la police a reconnu que mon dossier était vierge, que l'accusation ne tenait pas debout dans mon cas. Mais il m'a dit de bien manger en prison et que les années allaient passer vite. La Chine reste le pays qui exécute le plus au monde. Une dureté assumée par le pouvoir, qui affirme qu'une police forte et autoritaire est la seule façon, dans un pays aussi vaste et peuplé, de contenir tout risque de désordre social. Ce dimanche après-midi, les 34 000 élèves de l'établissement ont été convoqués pour le grand sermon du vice-directeur. Nous faisons tout pour vous dispenser le meilleur enseignement qui soit. Vous devez persévérer et ne pas craindre la douleur ou la fatigue. Un cérémonial d'inspiration maoïste entre leçons de morale et culte des héros. Maintenant, accueillons sur scène les meilleurs éléments de cet établissement. Ces élèves très disciplinés viennent de toute la Chine pour suivre les cours de la plus célèbre académie de kung-fu du pays, l'école Tago. Parmi eux, une fillette de 9 ans, Chuan Zhuo. Il y a très peu de places à gagner dans les compétitions. C'est pour ça qu'on doit étudier encore plus dur si on veut avoir sa chance. Mes parents seraient si fiers de moi si je gagnais des prix. Dans cette école,
10 sortes de kung-fu sont enseignées. Des techniques de combat pures, mais aussi de la chorégraphie martiale, comme le Taolu. C'est la spécialité de la petite Chuan Zhuo. Passionnée depuis toujours par les arts martiaux, elle est arrivée il y a 3 ans à Tago. Elle est aujourd'hui l'un des espoirs de l'école. Allez, plus haut. Plus vite la jambe. Elle est encore petite. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire pour l'instant. Mais elle est souple. Elle a un très bon potentiel. Tu as mal? Oui. Très précoce, Chuan Zhuo a intégré la troupe d'élite. 30 jeunes filles qui représentent l'école dans les compétitions nationales. On lève la tête. Les hanches bien droites. Elle s'entraîne 8 heures par jour, 7 jours sur 7. Quand je fais des acrobaties en l'air, j'ai du mal à bien retomber sur mes pieds. J'ai peur parce que je peux me blesser et me faire très mal. Le kung-fu est né à 1 kilomètre de là, il y a 1500 ans, au sein du célèbre monastère Shaolin. Selon la légende, les moines auraient développé cet art mêlant bouddhisme et technique de combat pour se défendre des animaux et des brigands. Le kung-fu, littéralement, c'est la maîtrise parfaite. Mais aujourd'hui, cette pratique n'est plus le seul privilège des moines. Autour du monastère, une quarantaine d'académies d'arts martiaux a essaimé. Des écoles privées qui dispensent une éducation très stricte à 60 000 élèves. Dans la Chine moderne, ces écoles quasi militaires ont le vent en poupe. « 5h50 du matin, sur le campus de Tago. On ouvre la porte, on se lève. Allez, on ouvre, on se lève. Plus vite. Chuan Zhuo et ses camarades de la troupe d'élite sont réveillés par leur professeur référent. Allez, bouge. Cette ancienne diplômée les suit 24 heures sur 24. Le matin, on nous presse. Pourquoi? On a un planning de cours très chargé, donc il faut se dépêcher pour tout. La journée commence par le ménage de la chambre. Il faut s'y plier 3 fois par jour et personne n'y échappe. Toutes les activités sont surveillées et consignées sur des tableaux. Chuanling, 15 ans, est ici depuis 6 ans. Ça, c'est le tableau des honneurs. Les bonnes actions que nous faisons, comme trouver un porte-monnaie perdu et le rendre à son propriétaire, par exemple, sont toutes notées ici, par un smiley. Et là, à côté, c'est le tableau des critiques. Elle, par exemple, elle est venue en cours de chinois avec son livre de maths. Tiens, prends une bassine. Chuanling sait que la vie à Tago n'est pas une partie de plaisir. Alors elle a pris la petite Chuan Zhuo sous son aile. Ici, pas de salle de bain. Pour la toilette, une simple bassine à même le sol. Quand je suis arrivée, j'en ai vraiment bavé. Et puis je ne comprenais rien à ces horaires rigides. L'école est si grande que je me perdais tout le temps. Puis les plus âgés de la troupe m'ont aidée. Alors aujourd'hui, je le fais pour elle. Regard à droite. Devant. Repos. Garde à vous. Comptez-vous. Une discipline de fer. Seule respiration pour Chuan Zhuo, le petit déjeuner. Les autres enfants ne voient leur famille qu'une fois par an. Elle a la chance d'avoir sa mère à l'école. Maman. La mère de Chuan Zhuo
a trouvé ce poste à la cantine pour se rapprocher de sa fille. Tu veux manger? Non. Faut que tu manges bien, pour bien grandir. Moi, je ne voulais pas venir travailler ici. Mais c'est ma fille qui m'a demandé de rester pour que je sois près d'elle. Elle est si petite, c'est dur. Et puis son père est décédé il y a 6 mois. Avec mon mari, nous étions paysans. Pour gagner notre vie, on travaillait en ville sur les chantiers. Et j'étais mieux payée là-bas. Logée, nourrie, sa mère investit tout son salaire dans l'éducation de sa fille. Près de 1 400 € par an, dont 600 de frais de scolarité. Tu en veux encore? Dans un pays où l'école publique est gratuite, le sacrifice est énorme. Mais pour la petite Chuan Zhuo, c'est la promesse d'un avenir. La matinée commence par 3 heures de chinois. Comme partout en Chine, l'apprentissage est basé sur le par cœur. Très peu de ces élèves de CE2 rêvent de devenir Bruce Lee. Issus de milieux populaires, ils ambitionnent plutôt d'être fonctionnaires de l'État. Je veux être militaire. Moi, policier. Moi, gendarme. L'argent que je gagnerai dans l'armée me permettra d'acheter un appartement et une voiture pour ma mère. Un militaire en début de carrière gagne 300 € par mois. Mais son emploi est garanti à vie et il a une sécurité sociale. Des avantages appréciables dans cette Chine devenue capitaliste. Une vie au service de l'État, l'école les encourage dans cette ambition. Ces enfants doivent être les piliers de la société de demain. C'est pour ça qu'on leur apprend à étudier consciencieusement, étudier un maximum dès le plus jeune âge, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas inutiles à notre pays. Une école acquise à la gloire du régime, et un régime qui sait se montrer reconnaissant. Lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin en 2008, ce sont les élèves de Tago qui ont été choisis pour briller aux yeux du monde. Une fois par an, lors de journées portes ouvertes, 20 000 étudiants répètent ce tableau, devenu la marque de fabrique de l'établissement. Apothéose du spectacle, le corps des élèves qui forment la devise « Honorer son pays ». Difficile d'imaginer qu'il y a encore 40 ans, le kung-fu était interdit. Pendant la révolution culturelle, il était considéré comme une pratique archaïque de moines. C'est cet homme, Liu Baoshan, 84 ans, qui l'a relancé. Il a créé l'école en 1978, 2 ans après la mort de Mao. Il donne ses premiers cours dans cette caverne. C'est là qu'il vit avec sa famille. Des petits paysans qui pratiquent le kung-fu depuis 7 générations. On le voit ici enseigner dans les années 80. Grâce à des films comme ceux de Jet Li, la discipline devient très populaire. Son école attire de plus en plus d'élèves. C'était tout au début de l'économie de marché. On était la première école de ce genre. Le gouvernement m'a donné quelques subventions et m'a autorisé à faire payer mes élèves. Le petit paysan est-il devenu un homme riche? Il refuse de répondre à la question et affirme vivre toujours modestement. Quoi qu'il en soit, il est aujourd'hui à la tête de la plus grande école de Chine. 154 hectares, 3 campus, 1000 entraîneurs, 700 professeurs. Pour développer son business, il a très tôt ouvert son école aux étrangers. Ils payent chacun 730 € par mois. C'est plus que ce que paye un élève chinois par an. Allez, tape! 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 En haut!
Tape. Bien. Recule. Parmi eux, Moses, 15 ans, arrivé de New York il y a 6 mois, avec de grandes ambitions. Ici, je peux travailler les acrobaties, ma souplesse, et m'endurcir parce que plus tard, je veux être acteur dans des films d'action. Et je devrais être capable de savoir faire tout ça. Moses, tu vois ce qui ne va pas avec ta position de l'archer, c'est les jambes. Et deuxièmement, tu fais comme ça. Moses et ses camarades s'entraînent 6 heures par jour, 6 jours sur 7. Mais pour leur professeur, un Jackie Chan occidental, ça n'est pas pour tout de suite. Les étrangers manquent de flexibilité, de souplesse. Ils manquent aussi d'équilibre, ce qui est la base des arts martiaux chinois, parce que c'est à partir de là qu'on peut ensuite rajouter la force et la vitesse. Moses a mis sa scolarité en suspens pendant 1 an. Il a quitté sa mère, chirurgien, et son père, propriétaire d'une compagnie de taxi, pour s'offrir ce brin d'exotisme. Ça, c'est du pain chinois. Dedans, ils mettent de la viande, et puis ils rajoutent ça. Je ne sais pas ce que c'est. Les étudiants étrangers payent plus, mais il y a des contreparties. Sur le campus, ils sont logés dans ce que l'école appelle l'hôtel. Ça, c'est ma chambre, où je vis avec mon colocataire, Xiaofeng. Pas de dortoir à 12. Moses partage sa chambre avec un compatriote américain d'origine chinoise. Avec au pied du lit une grande télévision et surtout grand luxe, une salle de bain privative. Moses a pourtant l'impression de vivre à la dure et il aime ça. Si on ne lave pas nos vêtements, on a des vêtements sales. Si on ne les met pas à sécher, on doit porter des vêtements mouillés. Ici, on n'a pas nos parents. On doit tout faire par nous-mêmes. D'ici 1 an, diplôme de l'école Tago en poche, Moses espère intégrer une université de cinéma à New York. Les arts martiaux, un rêve pour certains, une punition pour d'autres. Sui Yan a 14 ans. Originaire de Pékin, cet adolescent est arrivé il y a 1 mois à peine à Tago. À l'entraînement, ses gestes manquent un peu de conviction. Contrairement aux autres, lui n'a pas demandé à être là. Allez. Allez. Ta jambe là, plus comme ça. Certains sont là parce qu'ils n'étudient pas à l'école, parce qu'ils se disputent avec leurs parents à la maison. Du coup, on nous les envoie pour qu'on les éduque à la dure et qu'ils changent. Ici, j'en bave. Les jambes, c'est le plus dur. C'est quoi ton point faible? Je manque surtout de vitesse. Tago accueille chaque année quelques 200 ados en difficulté. Les parents de Sui Yan, cadres bancaires et concessionnaires auto, ont dépensé 300 € pour ce stage de 3 mois, façon camp de redressement. Mon prof a appelé à la maison parce que je n'écoutais rien en classe. Et ma mère, furieuse, m'a envoyé ici. Elle veut que j'expérimente ce mode de vie militaire pour voir si j'ai envie de reprendre des études ou faire des arts martiaux. Chez lui, l'enfant aisé de Pékin avait sa propre chambre. Ici, il partage un dortoir avec 11 autres jeunes de son âge. Là, c'est mon lit. On dort à 2, là. Les tâches ménagères, les entraînements, les cours théoriques, des journées de 15 heures au total. C'en est trop pour lui. Ma famille me manque. Mon frère, lui, il étudie très bien à Pékin, alors on ne lui a pas infligé ça. Ma mère pense que je suis le canard boiteux de la famille et que je ne veux pas étudier. Sui Yan appelle ses parents 1 fois par jour. À demi-mot, il tente de leur faire comprendre sa détresse.
Allô? Ça va? Je sors de cours. Avec des journées qui se ressemblent toutes et l'interdiction de sortir de l'école, il n'a plus vraiment la notion du temps. Papa, on est le combien aujourd'hui? Ses parents restent inflexibles. Sway-Yan devra encore serrer les dents pendant 2 mois, mais il sait déjà qu'il ne restera pas plus longtemps. Il faut faire beaucoup de sport chaque jour. C'est très fatigant. Au final, je me dis que c'est moins fatigant d'étudier. Je pense donc rentrer à Pékin pour aller dans une bonne fac et trouver un bon travail pour plus tard. Il est 20h. Dans le dortoir des étrangers, c'est l'heure de la détente pour Moses et ses camarades. Pendant ce temps, côté chinois, les réprimandes continuent. Chaque action de la journée est minutieusement débriefée. Vous devez vous montrer encore plus persévérant. C'est compris? La troupe d'élite de Chuanzhuo est toujours au travail. La petite mascotte de 9 ans en a encore pour 1h30 de perfectionnement des postures. C'est trop lent. Refais-le. Ça doit être plus rapide. Comme ça. Le cursus dure 3 ans minimum, mais la majorité des élèves poursuit jusqu'au bac. Lorsqu'elle sera diplômée, Chuanzhuo n'aura pas à démarcher pour trouver du travail. L'armée et la police viennent chaque année recruter directement sur place. Le kung-fu est un secteur qui n'est pas touché par le chômage. Au pire, les mauvais élèves deviendront gardes du corps ou chauffeurs, car les patrons des grosses sociétés aiment avoir des chauffeurs privés qui savent se défendre. 21h, le premier et unique moment de détente de la journée pour les filles. Chuanzhuo espère réussir à tenir ce rythme pendant encore 9 ans. Chaque rentrée, l'école recrute 2000 nouveaux élèves. En quête d'un avenir assuré, seule une centaine d'entre eux abandonnent par an. Aujourd'hui, papa va te montrer comment on attrape un serpent. Tu frappes l'herbe avec ton bâton, et s'il y en a, ils vont sortir. Fan vient de fêter ses 8 ans. Dans ce village du sud de la Chine, cela veut dire qu'on est mûr pour apprendre les ficelles du métier. Parfois, il y en a aussi sur les arbres, alors il faut bien regarder partout. Le père de Fan, Monsieur Chaoe, est éleveur de serpents. C'est le début de la saison des pluies. Les reptiles pullulent dans ce potager. Tiens, en voilà un. N'aie pas peur, viens voir. Il n'est pas venimeux. Regarde, sa tête est ovale. Alors que normalement, les venimeux ont une tête triangulaire. C'est à ça qu'on les reconnaît. Ça ne te fait pas peur, un serpent comme ça? Non, pourquoi? Mon père a dit qu'il n'a pas de poison. Tu peux jouer avec. Tiens, prends-le dans ta main. Tiens bien sa tête, hein. Sinon il pourrait te mordre. Et s'il mord, je fais quoi? T'inquiète, il te fera rien. C'est un peu froid quand même. C'est une couleuvre mandarine. C'est très docile. Regarde papa, fais un sourire. Remets bien sa queue sur la branche. Hein. Dans ce potager, on trouve aussi le modèle au-dessus. Papa, viens voir, j'en ai trouvé un gros. N'aie pas peur, c'est un serpent inoffensif. On l'appelle le serpent queue de tigre.
Tu peux le manipuler, mais il faut le tenir de cette manière. Moi, j'ai peur. Mais non, t'inquiète pas. Vas-y, je te dis, il n'est pas dangereux. Qu'est-ce qu'il est lourd. Regarde, il s'enfuit. Sizichao, un petit bourg perdu au milieu des rizières dans la province du Zhejiang, au sud de Shanghai. Ici vivent 800 habitants parmi 3 millions de serpents. Couleuvres inoffensives, vipères venimeuses ou cobras mortels. Cela fait 30 ans qu'on les élève à grande échelle. Plus d'une famille sur deux vit grâce aux reptiles. Un business à destination de l'industrie la plus gourmande en serpents, la médecine traditionnelle chinoise. Monsieur Chaoé, 31 ans, a repris l'élevage de ses parents il y a 12 ans. Lui s'est spécialisé dans une seule espèce, non venimeuse, le Rufusonatome. En français, la couleuvre rouge et noire. Regardez, il va sortir. Après 50 jours d'incubation, c'est le moment d'éclore. Regardez comme il brille. Quand ils naissent, ils sont recouverts de placenta. Ils en ont même absorbé une partie. C'est pour ça que leur valeur nutritive est très élevée. Monsieur Chaoé ne verra pas grandir ces couleuvres. Elles vont être tuées et transformées en une poudre censée rendre la peau plus douce. Ah, il est rapide celui-là. Rattrape-le. Une fois sortis de l'œuf, il les élève pendant 10 jours dans le sous-sol de sa maison. Regardez, celui-là a tout juste 10 jours. On peut voir les taches noires sous sa peau. Ce sont les nutriments qui lui donnent de la valeur. Et c'est ce que recherchent nos clients. C'est pour cela qu'on va devoir les préparer très vite, avant qu'ils ne fassent leur deuxième mue. Les préparer, cela veut d'abord dire les vider, après les avoir laissés une nuit dans l'eau froide. C'est le travail de la grand-mère, Madame Chaoli, une experte en la matière. Sa cadence est de 3000 bestioles par jour. Là, c'est une commande pour un laboratoire qui va transformer tout ça en médicaments. Les bébés serpents, c'est bon contre les flatulences et ça chasse l'humidité dans le corps. C'est aussi un très bon fortifiant. Pendant les 3 mois que dure la saison, Monsieur Chaoé produit 160 000 bébés serpents. Le reste de l'année, il est en vacances. L'affaire lui rapporte 60 000 €, 10 fois plus que le salaire moyen dans la région. Un business lucratif lancé par un homme qui possède aujourd'hui la plus grande ferme à serpents de tout le sud de la Chine. Dans ses enclos, M. Yang Hangshang élève plus de 100 000 spécimens. Bottes en caoutchouc, crochets, pour approcher les plus dangereux d'entre eux, il faut prendre des précautions. Fais gaffe. Il y en a plein dans l'herbe et ils ont l'air nerveux ce matin. L'un des 15 employés, M. Zhu, est chargé de prélever une bête pour préparer un breuvage maison. Ça, c'est le serpent sans pas. C'est un trésor national en Chine. C'est le meilleur remède pour soigner les rhumatismes. Ça fait des siècles qu'on l'utilise. Le serpent sans pas. Surnommé ainsi, car la légende raconte qu'après avoir été mordu, c'est la distance que l'on peut parcourir avant de tomber dans le coma. En vérité, si l'on n'est pas soigné, la mort survient au bout de 6 heures. On risque surtout l'amputation, car son venin hémotoxique empoisonne le sang.
C'est un vipéridé de la famille des crotales, les redoutables serpents à sonnette. Fais bien attention. Ce crotal mortel est l'ingrédient principal d'une potion aux 5 serpents, censée soigner les rhumatismes. Monsieur Zhu commence par introduire les bêtes non venimeuses, 2 serpents ratiers. Puis il ajoute un soupçon de serpents à gros yeux, 2 achistrodons, des vipéridés au venin hémorragique, et enfin, le serpent sans pas. Regardez la taille des crochets. Des crocs de 5 cm. Et comme seule protection, une vieille pince à serpent. Il veut pas rentrer. Cette potion, appelée vin de serpent, n'a rien à voir avec un grand cru de Bourgogne. On ajoute au reptile 5 litres d'alcool de riz. Le tout atteint 45 degrés. Les Chinois l'apprécient aussi en digestif. Vous ne trouvez pas ça cruel qu'il soit encore vivant? Si, mais je me dis que grâce à ce vin de serpent, beaucoup de gens seront guéris. La tradition veut que les serpents soient introduits vivants. C'est le seul moyen de les faire cracher leur venin afin qu'ils se mélangent à l'alcool. Les substances nocives pour l'organisme sont désactivées avec l'éthanol contenu dans l'alcool de riz. Il faut ensuite laisser macérer 45 jours. Monsieur Yang ne fait pas que dans la liqueur. Il a inventé toute une gamme de médicaments à base de serpents qu'il a lui-même fait breveter. Ça, c'est de la poudre 3 serpents. Ce logo bleu indique que nous sommes agréés par le ministère de la Santé. Ça soigne les rhumatismes et toutes les maladies lombaires. C'est notre produit phare. Rien ne se perd dans le serpent. Dans ce sachet sous vide, un médicament pour parer aux éventuelles pannes de monsieur. Là, on a mis une trentaine de pénis de serpent. On y a ajouté des herbes de médecine traditionnelle. Ça augmente la virilité. 150 € le sachet. Le produit cartonne en Chine et au Japon. Les Coréens, eux, sont plutôt friands de la dernière invention de monsieur Yang. La poudre de bébé de serpent. 1200 € les 2 flacons de 60 gélules, coffret satiné compris. Il faut en prendre pendant combien de temps? Ça dépend. Les gens qui ont l'épiderme très abîmé retrouvent une peau douce et lisse en 1 semaine. On l'a testé en laboratoire. C'est le meilleur produit du monde. Des produits considérés comme de la médecine douce, vendus principalement sur Internet et dans les officines des plus grandes villes du pays. Monsieur Yang, lui, les recommande à tous ses patients dans son petit cabinet de serpent-thérapie. Ah, ça a l'air d'aller mieux. Lily, une infirmière de 27 ans, souffre d'un psoriasis. C'est la 2e fois que monsieur Yang lui badigeonne les jambes avec un drôle de produit. Ça, c'est de la bile de serpent. Ça désinfecte et ça élimine toutes les toxines. La vésicule biliaire, c'est la partie la plus chère du serpent. 3 000 € le kilo. La séance coûte 50 €. Alors attention, ça va être un peu froid. Oui, je sais. La dernière fois, ça saignait. Dans 2 séances, vous serez guéri. Tous les médicaments que j'avais pris n'avaient rien donné. En tant qu'infirmière, au départ, j'étais dubitative sur le traitement au serpent. Mais c'est incroyable, tout est presque cicatrisé. Merci. Au départ, monsieur Yang était lui aussi dubitatif. Mais à l'âge de 20 ans, alors qu'il était atteint d'une grave maladie de la colonne vertébrale, il a essayé une potion de serpent qui l'a soigné.
En 1985, alors qu'il est simple comptable, il se lance dans le business du serpent en empruntant 2000 €, toutes les économies de ses parents. Avec cet argent, il achète 1000 serpents de 2 espèces différentes. Des espèces qui, encore aujourd'hui, sont ses best-sellers. Voilà le fameux serpent ratier jaune. Celui-là est encore petit. Dans 2 ans, il fera 3 kilos. Pourquoi vous portez des gants? Il n'est pas venimeux, mais c'est un serpent qui mord. Aïe! Et quand il mord, ça fait mal. C'est comme des petites lames de rasoir. Bon, je le remets. Le deuxième, c'est le serpent rouge. Il sert à la reproduction. Regardez comme il est nerveux. Il ouvre grand sa bouche pour me mordre. On a commencé avec cette espèce car on en trouve beaucoup à l'état sauvage dans la région. Ce serpent mange de tout et il est facile à élever en captivité. Chaque année, ces 2 espèces-là nous rapportent beaucoup d'argent. Ces serpents, Monsieur Yang les fait sécher, les réduit en poudre et les conditionne sous forme de gélules. La demande est tellement forte qu'il a dû investir dans cette machine qui lui permet de produire 1 million de pilules par an. Celui que l'on surnomme Snake King, le roi du serpent, est désormais connu dans toute la Chine. Il fait régulièrement son show à la télévision. Douche de couleuvre ou poignée de serpent ratier sous le pull. Pourquoi vous faites ça? Bah, ils sont tout frais. C'est mieux que la clim. Showman, mais surtout businessman. Monsieur Yang n'est jamais à court d'idées. Avec sa femme et sa fille, il développe actuellement un masque anti-rides pour le visage à base de venin de serpent. Il pourrait être commercialisé d'ici 1 an. Et Monsieur Yang a une idée encore plus ambitieuse. Soigner des pathologies très graves avec du venin de serpent. Dans sa ferme, se prépare une récolte spéciale qu'il doit envoyer au laboratoire de l'université du Zhejiang. Les chercheurs ont accepté de travailler avec lui sur son projet un peu fou. On va extraire le venin de ce petit crotal rouge, car on voudrait tester son efficacité sur les infections cérébrales et même sur certains cancers. Un seul homme est dévoué à cette délicate opération, Monsieur Wang. L'homme a reçu une formation spéciale et touche 800 € par mois, 2 fois plus que les autres employés. Mordu à plusieurs reprises, il en a gardé des séquelles. Un doigt dont il a perdu totalement la sensibilité. Pour l'attraper, il faut le prendre par la tête et bien maintenir son cou, comme ça. Sinon, il peut se retourner pour mordre. Il faut 25 kg de crotal chinois pour prélever 50 ml du précieux liquide. Un flacon à 3000 € qui servira à réaliser les tout premiers tests en laboratoire. Grâce au serpent, Monsieur Yang réalise 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et son compte en banque devrait encore s'étoffer. L'Allemagne et surtout les États-Unis pourraient prochainement autoriser ces produits sur leur territoire. À Zizichao, les 160 familles qui élèvent des serpents rêvent de la fortune de Monsieur Yang, quitte à prendre tous les risques. Dans une maison tout au bout du village, vit un homme qui élève l'un des serpents les plus dangereux au monde. Monsieur Farang, un ancien apiculteur, a fait son miel avec le cobra. Il reçoit les clients dans son salon.
Monsieur Wei est venu lui acheter un cobra pour mettre dans un terrarium à l'entrée de son restaurant. En Chine, ça attire le client. Celui-là, il pèse combien? 1,4 kg, c'est trop petit. Hein. Celui-là, j'en veux pas, il est trop mou. Trouve-moi un nerveux. Et ces trois-là, t'en penses quoi? Ils ont le cou gonflé. C'est qu'ils sont bien excités. Lui là, il bouge pas mal. Les deux hommes ont l'air détendus. Pourtant, le cobra possède un venin neurotoxique extrêmement puissant, qui chaque année cause des dizaines de décès en Asie. C'est quoi le truc pour éviter l'accident? Il n'y a pas 36 manières. Si vous le prenez par devant, il va vous mordre. Le mieux, c'est de passer la main derrière la tête. Comme ça. Monsieur Wei sait de quoi il parle. Il a déjà goûté à la morsure du cobra, il y a 10 ans. Regardez son doigt comme il est atrophié. Il m'a aussi mordu ici. Heureusement, ils m'ont injecté le sérum anti-venin. C'était au mois d'août. Il faisait une chaleur étouffante. Et c'est pendant cette saison qu'ils sont les plus nerveux. J'ai eu un moment d'inattention, quoi. Monsieur Farang vit ici avec sa grand-mère, 90 ans, sa femme et leur petit-fils, Chen, 13 mois. Avec tous ces cobras, vous n'avez pas peur pour l'enfant? Non, ça fait des années qu'on a des cobras. Il n'y a jamais eu d'accident. Ils s'échappent pas. Pourquoi on aurait peur? Dans le village, le cobra a déjà tué un éleveur. C'était il y a 10 ans. Monsieur Wei a fait son choix. Un joli spécimen de 2 kilos. 50 € la bête, paiement uniquement en espèces. Monsieur Farang vend chaque mois 12 000 € de cobra. Pour la déco, mais aussi pour les fins gourmets. Car en Chine, le cobra se déguste lors des grandes occasions, dans des restaurants spécialisés. En ce jour de fête nationale, Monsieur Li, le chef, est au fourneau. Il cuisine un cobra sans tête. Il n'y a donc plus de venin. En Chine, la viande de serpent, non grasse, est appréciée pour ses qualités nutritionnelles depuis 2000 ans. Le chef Monsieur Li prépare le cobra sans chichi. J'ai mis du gingembre, de l'ail, de l'oignon et des petits piments. Ça relève le goût, ça enlève l'odeur un peu forte du cobra. Ça, c'est la façon poêlée. Je vais aussi en faire une soupe. C'est délicieux. 3 quarts d'heure plus tard, c'est prêt. Dans un petit salon privé, la famille Chaoé, les éleveurs de bébés serpents, a commandé ce menu à 100 €. Soupe de cobra et baies de goji aux herbes médicinales, tranches de cobra grillées et sa peau croustillante, caramélisée. Pour le plus grand plaisir des grands et surtout des petits. C'est quoi celui-là? Ben, c'est le cobra. C'est ça le cobra? Je crois bien que je vais goûter. Alors, c'est bon? Tu aimes? Je me régale. C'est croustillant, c'est parfumé. À Zizichao, la production de serpents a augmenté de 500% en 10 ans. La 3e génération d'éleveurs ne nourrit aucune inquiétude pour l'avenir. Ils sont des dizaines de milliers, comme hypnotisés, fascinés par des visages presque identiques.
des jumelles et des jumeaux. Chaque année, au début du mois de mai, le festival de la ville de Mojiang en réunit plus d'1 millier. Venus de toute la Chine et parfois de beaucoup plus loin. Une fête des pères, P-A-I-R-E-S, qui n'est pas organisée ici par hasard. Mojiang aurait des statistiques de natalité uniques au monde pour les vrais jumeaux, ceux qui sont issus du même ovule et parfaitement identiques. Dans cette petite ville, perchée sur les montagnes du Yunnan, on en compterait 50% de plus que partout ailleurs. Un phénomène mystérieux. Xiao Wen et Xiao Wu sont les plus vieux jumeaux de la ville. Ils ont 77 ans. Quand ils sont nés en 1938, la Chine avait encore un empereur et Mojiang était déjà connu pour ses jumeaux. 4 générations plus tard, allez, souriez! Dans leur famille, les paires de jumeaux se sont multipliés. Et encore, il y a 3 pères qui ne sont pas venus aujourd'hui. En tout, on a 7 pères dans la famille. Ce jour-là, autour de la table, ils sont 8 jumeaux, 4 pères. Lui, c'est Siven, et lui, c'est Sivu. Siven et Sivu, 8 ans, les petits-enfants. Changmei, une belle-fille et sa sœur Changli. Dianshen et Diansho, les petits-neveux. Leur mère les a eus en 1989. À l'époque en Chine, avoir des jumeaux était une bénédiction. J'ai découvert que j'avais des jumeaux seulement lors de l'accouchement, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire des examens. Et vous étiez contente? J'étais super heureuse. À l'époque, avec la politique de l'enfant unique, c'était le seul moyen d'avoir 2 enfants. Et même si depuis octobre dernier, la politique de l'enfant unique est officiellement abandonnée, la fascination pour les jumeaux est restée intacte. Aujourd'hui, dans la région, on a droit à 2 enfants. Mais si on en a un 3e, on doit payer une amende très lourde. C'est pour ça qu'on aime autant les jumeaux en Chine. Et les triplés aussi. Le phénomène des vrais jumeaux est encore mal compris par les scientifiques. Mais une chose est sûre, ce n'est pas une affaire d'hérédité. Ce serait juste le fait du hasard. Mais le hasard, Xiao Wen et Xiao Wu n'y croient pas du tout. Selon eux, s'il y a autant de naissances doubles dans leur famille et dans leur ville, c'est grâce à la nourriture particulière de la région. On va chercher du riz violet là-bas. Notamment le riz violet, une spécialité locale cultivée à flanc de montagne. Riche en fibres et en protéines, il coûte 3 fois plus cher que le riz blanc. À Mojiang, si on a beaucoup de jumeaux, c'est parce qu'on mange de ce riz-là. En mangeant régulièrement, on peut avoir 1 ou même 2 paires de jumeaux si on veut. En chinois, le mot violet se prononce ze, comme le mot enfant. Tous les produits de cette couleur, fais voir tes aubergines violettes, sont donc réputés favoriser les naissances multiples. À Mojiang, il y a beaucoup d'autres légendes, plus ou moins farfelues autour des jumeaux. Certains attribuent des pouvoirs magnétiques au tropique du Cancer, qui passe au beau milieu de la ville. Mais pour la majorité des habitants, c'est l'eau de ces puits qui serait magique. Il suffirait de la boire pour avoir des jumeaux. Si rien ne prouve que ça marche, depuis quelques années, les visiteurs chinois affluent. Mojiang a trouvé son créneau. Pour se faire connaître et développer le tourisme, elle est parvenue à s'imposer comme la ville des jumeaux. Et notamment grâce à son festival, créé en 2005. Pour chaque édition, la municipalité met le paquet. Range bien tes bananes. Dans ce bus, 50 jumeaux venus du monde entier. Des Russes, des Américains, des Indiens, tous invités par la ville.
Tiens, des bonbons, prends des bonbons. La municipalité paye leurs billets d'avion et leur nuit d'hôtel pendant 3 jours. John et Charles Robinson viennent des États-Unis. C'est la 3e fois qu'ils profitent de ces vacances, tout frais payés. La première fois, on a reçu un mail d'un gars qui nous disait « Est-ce que vous voulez venir en Chine? On vous paye le voyage. » On a dit « Ouais, bien sûr, gars », mais on n'y croyait pas. Et 3 semaines plus tard, on était là, en Chine. Les 2 frères de 49 ans partagent la même chambre, à l'hôtel des Jumeaux, le meilleur de la ville. Ils sont tous 2 pères de famille, mais habitent toujours à moins d'1 kilomètre l'un de l'autre et travaillent dans la même entreprise d'informatique. Et à chaque fois qu'ils participent à un festival de jumeaux, ils ont une manière très spéciale de préparer leurs valises. On regroupe tous les vêtements par paire et on les répartit dans les sacs. Comme ça, si par exemple lui il perd son sac, bon, on n'aura pas les t-shirts, mais avec le mien on pourra toujours être habillé pareil. Et son pantalon, mon pantalon, sa chemise, ma chemise, sa cravate et la mienne. On s'habille toujours pareil au festival. Mais attention, hein, pas dans la vie. L'organisation exige que les jumeaux soient toujours habillés à l'identique, car pendant 2 jours, ils vont être en représentation permanente. Première étape, un gigantesque banquet pour 8000 personnes dans les rues de la ville. C'est gratuit pour les jumeaux. Les autres payent 100 € la table pour déguster un repas traditionnel, mais surtout pour profiter du spectacle. La table qui a le plus de succès, c'est celle des Russes. Avec notamment Tania et Dania, 8 ans, qui ont du mal à manger tranquille. Oh, vous êtes trop belle! John et Charles se prêtent volontiers au jeu des photos souvenirs. C'est quoi ça? C'est des légumes, je crois. Chez eux, aux États-Unis, c'est un peu comme en France. Les jumeaux fascinent beaucoup moins qu'en Chine. Quand on était jeunes, ça nous embêtait d'être des jumeaux. Quand les gens nous voyaient, c'était toujours « Ah, les jumeaux, on en avait ras-le-bol. » Mais en venant à des événements comme celui-ci, ça nous a ouvert les yeux. On s'est dit, c'est vraiment quelque chose de spécial d'être jumeaux. Et c'est bien de le partager. John, encore une. Revers de la médaille, impossible de faire 10 mètres sans se faire alpaguer par un admirateur. Ils veulent trinquer, j'ai l'impression. Magnifique, magnifique, super, succulent. Ça me dérangerait pas d'être riche, mais maintenant je sais que je veux pas être célèbre. C'est trop épuisant. Si c'était comme ça tous les jours, ce serait insupportable. Ici, la fascination pour les jumeaux étrangers est telle qu'elle remplit des stades. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au Festival des jumeaux de Mojiang. Les 2 poupées russes poussent des chansonnettes. Les indiennes s'essaient à la chorégraphie. Le spectacle amateur est retransmis en direct à la télévision et 10 000 spectateurs ont payé 6 € pour le voir. En tout, le festival attire plus de 140 000 personnes à Mojiang. Une aubaine pour cette région rurale, très éloignée du développement des mégalopoles chinoises. À quelques kilomètres de la ville, l'eau des jumeaux a déjà au moins provoqué un miracle. Économique celui-ci. Luo Zhonghai exploite une source depuis 15 ans, mais pendant des années, il a eu du mal à vendre son eau. Puis, en 2007, il a une bonne idée. Il la rebaptise l'eau des jumeaux.
un simple changement d'étiquette, et c'est un succès fulgurant. Ses ventes sont multipliées par 4. Aujourd'hui, on vend même de l'eau à Pékin, à Shanghai, un peu partout en Chine. Son eau n'est pas celle des fameux puits, mais il affirme qu'à quelques kilomètres près, elle a exactement le même effet. Son meilleur argument publicitaire, il le porte toujours sur lui, la photo de ses enfants, un garçon et une fille. Voici l'eau de The Chen et l'eau de The Lin. Des faux jumeaux, certes, mais qui, selon lui, démontrent l'efficacité de son eau. Au début, quand on m'a dit que j'avais des jumeaux, j'y croyais pas. Avouez que c'est quand même un peu magique, non? Magique ou non, son eau est désormais recommandée par certaines cliniques de la région. À 300 km de Mojiang, Kunming, la capitale de la province du Yunnan. Sur la devanture de cette clinique privée, spécialisée dans les troubles de la fertilité, on affiche clairement la couleur. Les triplés, les jumeaux, c'est l'argument de vente numéro 1. Ici, chaque client est accueilli avec une bouteille d'eau de Mojiang. Faut en boire combien pour avoir des jumeaux? Une bouteille par jour. Zhu Lifen, 41 ans, a déjà un enfant. Mais avec son mari, elle n'arrive pas à en avoir un autre. Elle est venue ici chercher un traitement et espère qu'il lui permettra en prime d'avoir une grossesse multiple. Placardée dans les couloirs, l'affiche du festival la fait rêver. Ça me donne envie. C'est tellement mignon d'avoir 2 enfants identiques. Et puis c'est pratique, on peut les habiller pareil. J'adore. La clinique est dotée d'un laboratoire dernier cri. Mais même dans cet univers scientifique, on croit fermement au mystérieux pouvoir de la ville de Mojiang. Oui, moi j'y crois. Parce que d'abord, il y a le tropique du Cancer, qui passe au milieu de la ville. Et puis surtout, il y a l'eau du puits. À mon avis, c'est tout ça qui aide à avoir des jumeaux. On trouve tout de même ici quelques personnes qui n'y croient pas. Des médecins, comme l'obstétricienne qui soigne Zhu Lifen. Pour moi, c'est juste une belle légende. Scientifiquement, pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Donc, à mon avis, l'eau de Mojiang n'a aucun effet. Le médecin prescrit un traitement classique pour favoriser la fertilité. Voici votre ordonnance. Logique scientifique d'un côté, logique marketing de l'autre. La direction de la clinique, elle, continue à surfer sur la légende de l'eau magique des jumeaux. Trois jours plus tard, Zhu Lifen est à Mojiang pendant le festival. Et elle est bien entourée. Les gens de la clinique, on se rassemble par ici. Elle fait partie d'une délégation de 100 personnes invitées par la clinique, principalement des couples qui ont déjà eu des jumeaux. Allez, à mon signal, vous criez. 1, 2... La clinique est venue ici pour faire sa pub. La photo souvenir servira aux brochures de l'établissement. Zhu Lifen espère un jour y figurer. Alors elle suit à la lettre les recommandations qu'on lui a données. Quelques gorgées pour elle. Une bouteille pour son mari. Elle croit tellement à l'effet de cette eau qu'elle appréhende déjà un peu cette hypothétique grossesse multiple. Je me sens tout de même un peu stressée, parce qu'avec 2 enfants en plus, ça va me coûter de l'argent. Mais bon, c'est mon rêve. Statistiquement, en Chine ou ailleurs, le rêve de Zhu Lifen a seulement 4 chances sur 1000 de se réaliser. C'est difficile à voir derrière son masque. Allez hop, c'est parti. Mais Frédéric Briand est un patron qui a retrouvé le sourire. Après 6 semaines de fermeture,
Son usine a rouvert. Il peut désormais reprendre le chemin du travail. Ça fait plaisir de retrouver les collègues. Le fait de pouvoir retourner travailler, ça donne voilà, un sentiment d'un retour à la normale. Une usine, ça a besoin de tourner vraiment pour vivre, pour survivre. Ce Normand de 47 ans est arrivé à Wuhan il y a 5 ans pour prendre la direction en Chine d'une entreprise française. Son épouse et leur fils de 10 ans ont été rapatriés en France dès le mois de février, au moment de la mise en quarantaine de la ville. Autour de lui, ce matin-là, de nombreux véhicules. Moi, je préfère honnêtement avoir, même si c'est plus compliqué sur la route, je préfère avoir ce genre de situation pour le travail qu'une rue déserte, parce que la rue déserte, on se pose plein de questions sur le trajet. Et même si on sait ce qui se passe et tout, c'est triste en fait. Depuis que l'usine a rouvert il y a 2 mois, la prise de température et le lavage des mains sont obligatoires à l'entrée, pour tous les salariés, même pour le patron. 36,5. L'usine produit des équipements pour l'automobile, des fils et des câbles électriques que l'on retrouve à l'intérieur des voitures, dans le moteur, les portières, les rétroviseurs. Puis on va arriver dans la zone production, c'est là où on va commencer la fabrication du câble. Des produits pour des marques chinoises, mais aussi étrangères, comme le géant américain General Motors. Aujourd'hui, les lignes de production ont toutes été remises en marche. Les commandes sont aussi nombreuses qu'avant et les 172 employés sont à leur poste. Mais depuis 2 ans en Chine, l'industrie automobile va mal. Les ventes sont en baisse. Cette crise aurait donc pu porter un coup d'arrêt à l'entreprise. Alors le retour au travail était très attendu par les salariés. Dans le pays, pas de chômage partiel. Ici, on a demandé aux ouvriers qui n'ont pas pu télétravailler de poser leurs 2 semaines de congés payés. J'étais inquiet. J'avais peur que l'épidémie s'aggrave, que cela dure longtemps, que notre usine n'ait plus de commandes et que notre activité s'arrête. J'ai même envisagé le fait de perdre mon travail. Je me disais que c'était possible. Alors quand le responsable des ressources humaines m'a appelé, j'ai été très soulagé et j'ai su que l'usine se mettrait à nouveau à fonctionner. Frédéric Briand a dû se montrer patient. Entre le jour de la réouverture et le retour à la normale, 1 mois s'est écoulé. Nos machines ont été arrêtées pendant 45 jours complets. Donc redémarrer des machines, surtout dans une usine comme celle-ci, après 45 jours, ça demande de la maintenance, ça demande, on va dire, des précautions pour redémarrer les machines progressivement. Donc c'est pareil, c'est pas juste appuyer sur un bouton marche-arrêt, il faut tout préparer, ça ne fait pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, l'activité a repris à 100%. À cause des restrictions de transport qui ont empêché les matières premières d'arriver, certaines usines à Wuhan connaissent un redémarrage beaucoup moins rapide. Frédéric Briand, lui, a eu la chance de disposer d'un stock suffisant avant la crise. Donc ça, c'est notre matière première, donc c'est du polyéthylène qui vient de France. Donc ça sert à faire la gaine qui va recouvrir le cuivre pour faire les fils et les câbles. Le stock important, c'est un effet négatif parce que ça coûte cher. C'est de l'argent qui dort stocké. Par contre, dans des circonstances comme ça peut justement éviter un arrêt de chaîne. Nous, ça nous a sauvé, on va dire, d'avoir autant de stock pour pouvoir redémarrer très très vite derrière. Au cœur de l'empire du milieu, Wuhan, 11 millions d'habitants, est l'un des poumons économiques du pays. Une mégalopole tentaculaire, berceau de l'industrie automobile en Chine. La ville accueille aussi 300 des 500 plus grands groupes high-tech de la planète. L'an dernier, la seule ville de Wuhan a généré autant de richesses qu'un pays comme le Portugal. Dans la ville, l'activité économique redémarre, mais le rythme de reprise n'est pas le même pour tout le monde. Dans cet établissement d'un grand groupe hôtelier français, les clients se font toujours attendre. Hall d'entrée vide et comptoir de réception désert. Pour Francis Kwa, le directeur, cette période est difficile. Bonjour Jessica. L'hôtel a ouvert ses portes en décembre dernier. Et à cause de la crise, il n'atteint pas les objectifs escomptés.
Nous avons 380 chambres au total. Et en ce moment, 20 sont occupées. Ce n'est clairement pas un bon chiffre. L'hôtel vient d'ouvrir, donc nous n'avons pas d'outils de comparaison. Mais nous espérions un taux d'occupation de 60-70%. Pour attirer les clients, l'hôtel a baissé de 20% en moyenne le prix de toutes ses chambres. Et pour rassurer les visiteurs, à l'entrée, la prise de température et la désinfection des mains sont obligatoires pour tout le monde. Les espaces publics sont également régulièrement nettoyés. Qian Fengyan est femme de ménage.